Bonjour, merci d'être là ce matin pour ce nouveau format qu'on a pensé avec Didier Semin. Comme vous le savez, Didier, depuis 2 saisons maintenant pour le Cercle de l'Art, nous partage des cours d'histoire de l'art. Et on a eu une première approche qui était plutôt en partant justement de l'histoire, en parlant des femmes artistes qui ont marqué ou en tout cas qui ont marqué un grand souvenir dans sa carrière. Et on s'est dit pour continuer qu'on allait aller plutôt vers le contemporain et qu'on allait essayer de penser des entretiens qui sont des discussions plutôt informelles, et ça commence bien, entre Didier et des artistes qui connaît vraiment voilà, en profondeur depuis de nombreuses années pour que la discussion soit la plus sincère et la plus riche possible. Voilà, donc on a forcément pensé à Apollonia. Je suis très heureuse d'inviter aujourd'hui à nos côtés, que je remercie de prendre le temps pour nous partager ce moment. Et puis, on aura aussi dans 2 semaines Nathanaël Herbelin. L'idée qu'on avait, c'était de prendre 2 personnes de la même génération pour cette année. On verra pour la suite, pour justement finalement transmettre cette idée qu'on a dans le cercle, que voilà, que les parcours sont forcément variés, qu'il n'y a pas un chemin tracé, qu'il y a plein de manières en fait de faire de l'art. Volontairement aussi cette année, on a 2 peintres, donc on changera les choses par la suite. Mais justement, voilà, toujours dans cette idée-là, de montrer différentes manières même de bien évidemment pratiquer un médium. On a pas mal d'invités extérieurs aujourd'hui, donc merci à tous ceux qui ont diffusé l'information et merci beaucoup à Polonia aussi. Juste en une minute, le Cercle de l'Art, c'est un collectif d'artistes femmes qui a été fondé en 2020 avec l'idée de permettre aux artistes de vivre de leur travail par un salaire mensuel. Donc tout le corps du projet est autour de cette idée-là et on organise une vente au mois d'avril qui permet aux collectionneurs d'acheter les œuvres en 12 mensualités pour permettre aux artistes d'avoir ensuite un salaire sur une année. Et autour de ça, il y a tout un aspect très fort autour de la communauté, le partage entre les artistes et aussi l'éducation. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et maintenant, je passe la parole. Merci beaucoup, Margot. Bonjour, Apollonia. Euh, donc, on va pas faire semblant, Apollonia, de ne pas se connaître, puisque vous avez passé 5 années à l'École des Beaux-Arts et que notre amitié, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, date de là. Est-ce que on en parlait, j'allais dire hors antenne, comme si on était sur France Culture, mais on en parlait à l'instant. Est-ce qu'on je trouve très beau que la technologie qui est souvent dangereuse là nous permet de nous réunir alors que Margot est au Maroc et que vous êtes au Danemark. Euh, je, je suis désolé parce que voilà, vous êtes habillé avec une magnifique peau de serpent. Moi, j'ai mon gilet de jardinage, j'ai l'impression que je l'ai pris chez le costumier de la Grande Vadrouille, mais bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous faites au Danemark? Euh, Merci Didier et merci Margot pour cette invitation. Je suis ravie d'enfin faire partie d'avoir eu une ouverture pour m'introduire dans le cercle. Je suis au Danemark, voilà, dans un contexte assez spécial. Effectivement, vous voyez la peau de serpent sur mon corps, les fleurs sur les murs. Parce que je suis dans une télé-réalité de peintres, enfin d'artistes, où ils rassemblent. Le but est de rassembler 6 artistes et on est filmé H24. Donc voilà, donc là je suis dans un des décors de cette télé-réalité. Donc ouais, c'est assez rigolo de se retrouver comme ça par Zoom et d'avoir cette discussion, voilà, chacun d'entre nous dans notre pays respectif. Mais au fond, c'est quelque chose qui vous poursuit, le fait d'être filmé, parce que je pense voilà, il doit y avoir parmi l'auditoire des personnes qui ont vu le film Apollonia, Apollonia qui fait votre actualité en ce moment, hein, puisque votre actualité
mondiale, hein, d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est paradoxalement pas une exposition, mais un film. Donc, Margot, j'aurais tendance à suggérer que comme certaines personnes auront vu le film, d'autres non, que les questions portant éventuellement précisément sur le film pour celles et ceux qui l'auront vu soient posées sur le fil et que on les aborde à la fin. Mais Apollonia, pour celles et ceux qui n'auront pas vu le film, est-ce que vous pouvez en, en dire deux mots, hein, qu'est-ce que c'est qu'Apollonia, Apollonia? Qu'est-ce que c'est que ce film qui retrace le destin croisé de trois femmes, Léa, la réalisatrice, Oksana Shashko, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années, et vous. Et comment se fait-il qu'un film vous soit consacré malgré votre jeune âge? Comment est-ce que ça s'est passé simplement pour euh, ceux qui n'auraient aucune idée du film? Alors oui, il s'agit d'un documentaire un peu voilà, enfin, expérimental, dans le sens où, à vrai dire, le projet devait durer à peu près 2 semaines. C'était un exercice scolaire. La réalisatrice Léa Globe était étudiante en école de cinéma au Danemark et je ne la connaissais pas. Elle avait pour exercice de faire le portrait de quelqu'un pendant 2 semaines. Type d'exercice un peu bateau qu'on fait en première année pour voilà, mettre les étudiants dans le bain et commencer à faire quelque chose, quoi. Et là, bah, elle trouvait pas personne voulait se laisser filmer. Et finalement, une de ses amies, elle lui a dit, bon, ben, moi, je ne veux pas être filmée, mais il y a cette peintre un peu bizarre, voilà, à Paris, qui parle danois et qui habite dans un théâtre. Et donc, en fait, voilà, il s'agit d'un film, voilà, comme je disais, qui devait durer 2 semaines, un film d'étudiante. Et puis, en fait, elle a jamais arrêté. Elle a continué de filmer pendant 13 ans. Donc, c'est quelque chose qui a pris une grosse ampleur et dans ma vie aussi, finalement, hein, de vivre avec elle et sa caméra, de l'observer, elle, pendant qu'elle devient elle-même artiste, hein, parce que elle comprend qu'elle a une vocation, en fait, pendant ce film. Et pendant ces 13 ans, voilà, il y a eu une personne avec qui donc j'ai vécu pendant longtemps et qui était très, très importante pour moi, Oksana Sachko. Et donc finalement, ça devient un portrait de nous trois. Et ce qui rend le film beaucoup plus intéressant, je pense, que d'un documentaire sur une peintre sur la peinture ou voilà, en fait, je pense il parle plus de la, de la violence que vivent les femmes artistes ou pas en Occident, en fait, du fait qu'on est trois. Ça parle vraiment de nos conditions, voilà, ouais, de la société patriarcale et les difficultés quoi, par Oksana, lesquelles on est euh, passé. Oksana Pardon? Shashko, Oksana Shashko, je le rappelle, est la fondatrice ukrainienne des Femen que vous avez accueillie à Paris. Je me souviens encore de ce jour-là, les deux bras cassés par les services secrets je ne sais pas trop quel pays, et s'est installée à Paris à ce moment-là. Elle a mis fin à ses jours quelques années plus tard, mais elle a vécu auprès de vous pendant plusieurs années. Oui, oui, exactement. Elle est arrivée. Enfin, moi, je l'ai rencontrée à la frontière avec la Pologne et lorsqu'il y avait un match ukrainien. Enfin, elles ont fait une action contre la FIFA en fait, parce qu'il y avait, voilà, c'était l'Ukraine et la Pologne, il me semble, ou je sais plus c'était quel match de foot, mais il y avait un trafic de femmes, bien évidemment, voilà, dans ce contexte-là, parce que ça ramenait énormément de fans de foot qui voulaient aussi voilà, des jeunes filles ukrainiennes
Donc c'est à ce moment-là où je l'ai rencontrée. Et moi, je lui ai dit dans mon polonais, parce moi, je parle polonais, elle parlait pas français ni anglais à l'époque, elle parlait ukrainien et russe. Donc, on a réussi à en faire un mélange des langues, parce que j'ai quand même l'habitude de parler en biélorusse avec ma famille aussi. Alors, on mélange le polonais avec le russe, c'est un petit peu voilà, de l'improvisation. Et voilà, on a réussi à se dire, à se reconnaître, à se dire qu'on s'aimait et que si les choses tournaient vraiment mal en Ukraine, j'hébergerais le mouvement dans mon théâtre. Et donc, quelques mois plus tard, elles sont arrivées. Et Oksana est arrivée, a d'abord laissé la place à quelqu'un d'autre et est arrivée par la suite. Et il y avait des choses à terminer sur place en Ukraine. Et elle est arrivée avec les deux bras cassés, effectivement. Donc, elle s'est cachée dans des trains. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à ma porte, hein. Elle a frappé à ma porte avec son pied, je suppose. Et c'est vrai que c'était une époque où j'étais extrêmement précaire et on n'avait pas beaucoup de ressources. Mais j'avais un ami assez improbable, donc, qui était plus âgé que moi et beaucoup plus intelligent, donc Didier Semin. Et donc j'ai demandé à Didier Semin comment trouver un bon chirurgien pour lui soigner ses mains, car il s'agissait d'une peintre qui entrait dans le monde avec les deux bras cassés, effectivement. Et donc, vous nous avez mis en contact avec un médecin qu'elle n'a jamais payé, il me semble. Bon, je pense que ça n'a pas dû le déranger beaucoup et qu'il doit être plutôt fier d'avoir fait ça. Euh, donc je précise aussi, parce qu'il ne va pas de soi de parler couramment comme vous le faites, français, danois, polonais et anglais, que vous êtes d'origine polonaise, mais que vous avez été élevé partiellement en France, partiellement au Danemark. Donc vous maîtrisez parfaitement les trois langues. Oui. Oui, bah, c'est pas rien, ça m'impressionne. Moi, je sais en écrire aucune, par contre, hein, mais j'arrive à... Le désir de communiquer, là. J'ai j'ai corrigé vos copies autrefois. Vous écrivez le français mieux qu'un certain nombre de vos condisciples qui ne parlent pas autant de langues. Mais bon. Euh, donc le film de Léa Glob, la réalisatrice danoise, retrace très bien cette histoire. Je voudrais vous poser quelques questions qui ne sont pas, pas abordées ou abordées rapidement dans le film, notamment des questions sur votre peinture, qui est quand même le cœur de la question, mais aussi sur quelques éléments biographiques. Euh, je, je- je voudrais que vous expliquiez un peu comment vous avez fini par atterrir à l'École des Beaux-Arts de Paris après deux expériences en Allemagne et à Lyon. Comment est-ce que du théâtre expérimental que géraient vos parents dans le quartier de Château-Rouge à Paris, est-ce que vous êtes passé à des écoles de beaux-arts en Allemagne, à Lyon et à Paris? C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où finalement, ça n'était pas compliqué. Enfin, l'idée de devenir artiste n'était pas impossible. On était vraiment il y avait que des artistes autour de moi, mais des artistes autodidactes voilà, et aussi des activistes. Bon, c'est un quartier assez spécifique quand même, Château-Rouge, un lieu de résistance en fait, hein, et de lutte. Euh, c'est intéressant d'être autodidacte, c'est aussi bon une souffrance, hein, et parce que peut-être on peut romantiser toutes ces choses, voilà, mais je pense que c'était aussi une souffrance pour mes parents. Euh, et euh, j'y voyais des limites en fait. Parce que c'est un peu comme si on peut aussi, dans le militantisme, ils étaient aussi très contre. Donc ils s'adossaient contre toutes ces choses-là, mais finalement, au bout d'un moment, on cesse de pousser en fait, en étant toujours contre le système, contre tout ce qui est autour de nous.
Je pense que mon père s'est un peu enfermé d'ailleurs dans son théâtre, voilà. Et pour moi, c'était évident que je devais aller à l'école et que je devais voilà, être studieuse en fait. Donc déjà dès un très jeune âge, je me suis inscrite à des cours du soir. Donc au Danemark, je devais parcourir la ville le soir tard pour aller à des cours du soir de modèle vivant pour adultes. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire quand j'étais super jeune, quoi, quand j'étais enfant. Plus tard, effectivement, je suis allée m'incruster aux Beaux-Arts de Düsseldorf. Donc là, j'étais ado. Et donc, j'ai pu découvrir des peintres comme Albert Hollen ou Thaler ou oui, Jonathan Messe, par exemple, la grosse peinture allemande abstraite. Ça m'a mis longtemps hein, à comprendre que je ne fais pas partie de cette famille-là, que peut-être que la raison pour laquelle ces hommes de cette génération peignent de telle façon c'est sans doute en réaction avec voilà, l'implication de l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'étais finalement de l'autre côté. Hein. Je suis une famille polonaise, mais ma famille a été dans les goulags. Et donc, en fait, je n'ai rien à faire dans cette grosse peinture masculine de, 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 de protestation voilà, des années 80, quoi. C'est pas du tout ma place. Mais donc j'ai appris, j'ai commencé à peindre avec eux quand même quand j'étais ado. Vous Et étiez là en pirate. pardon? Vous étiez là en pirate, vous n'aviez pas Oui, de... oui. Oh, oui. Bah oui, je pouvais pas être inscrite. J'étais adolescente. Mais il y a des moments comme ça où les institutions laissent les choses de la sorte arriver. Après, il y a d'autres moments où c'est pas possible. Mais je sais pas comment ça se passe à Düsseldorf aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un espèce de îlot qui n'avait un peu rien à voir avec la ville en fait. Et là-bas, des étudiants, des étudiants pouvaient rester dans l'école pendant 20 ans parfois. Hein. Et c'était un peu un no man's land. Et puis, il suffisait pour être inscrit dans l'école de signer sur une nappe. Voilà, le chef d'atelier signait, voilà, je prends tel étudiant. Moi, je l'ai vu ça de mes propres yeux. C'était pas du tout carré comme le reste de l'Allemagne et tout, administration. Donc, tout le monde m'acceptait là-bas. Je pouvais, voilà, j'étais là, quoi. Et plus tard, j'ai voulu tenter les beaux-arts les beaux-arts en France. Je voulais revenir en France quand j'avais donc voilà, les 18 ans après mon bac. Mais là, on m'a dit, je me suis renseignée, on m'a dit que l'école la plus cotée, c'était les beaux-arts de Lyon. Donc malheureusement, j'ai postulé aux beaux-arts de Lyon et j'ai été admise. Et je dis malheureusement parce que à cette époque-là, la peinture était vraiment non grata dans cette institution-là. Et donc, c'était assez compliqué pour moi de m'épanouir à cet endroit. Donc, je suis partie assez rapidement. Et vous avez été admise à l'école des Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts de Paris. Alors, non, hein, la première fois quand j'ai postulé, j'ai pas été admise. Donc, j'ai repostulé l'année suivante où j'ai changé mon look complètement. J'ai copié un petit peu les portfolios des ateliers de Sèvres. Ils avaient tout un système d'accrochage. Et j'ai pas dit que j'étais allée à Lyon. Et donc, je pense que là, ils m'ont pris pour une autre. Et j'ai fait de la vidéo pour entrer au Beaux-Arts de Paris. C'est c'est très bien, ça montre à quel point les success stories, comme on dit en bon français, passent par des détours étranges. Et donc, comment se sont passées les choses à l'École des Beaux-Arts de Paris? Est-ce que vous accepteriez de dire quelques mots sur la, la petite fédération d'étudiants que Nathanaël Belin et vous avez organisée autour de l'atelier Cognier, justement pour imposer la peinture comme un médium d'actualité? Alors, je pense que je peux pas m'attribuer ce comportement-là parce que, enfin, si moi j'ai participé au fait ouais, euh, de soutenir la peinture dans les médias plus tard, etc. Mais la jeune étudiante qui a eu cette initiative d'aller repérer tous les peintres dans l'école pour les rassembler chez Cognier, c'est définitivement Nathanaël. Et il faut être un peu fou comme Nathanaël, elle est. D'ailleurs, c'est la, comme voilà, voilà, moi je suis peut-être un petit peu bruyante et elle a l'air sage, mais bon, elle est quand même
sacrément Barjot. Elle est allée donc chercher tous les peintres qu'elle a trouvés dans l'école pour faire une école en fait. Et, euh, et c'était fabuleux parce que moi j'étais isolée parce que c'est un peu compliqué les Beaux-Arts de Paris. Il faut trouver un endroit où travailler, être accepté. Et moi j'étais acceptée dans un atelier, mais c'est vrai que j'avais choisi d'être dans un atelier. Il y avait de la vidéo, comme ça j'étais la seule peintre et je pouvais avoir les murs. Et donc, Nathanaël m'a ramené chez Cognier et là, il y a eu une espèce d'émergence. Et on a aussi eu des profs qui ont su le voir aussi, hein, qui nous ont soutenus là-dedans. Donc ça, c'était pas mal. Pardon, il y a un invité Ah, prévu. Mais voilà. Et donc cette petite fédération dont je sais pour avoir été votre prof à toutes et à tous à ce moment-là, a eu beaucoup d'importance. Il ne faudrait pas qu'on croie que l'école des Beaux-Arts de Paris était absolument un miracle. Est-ce que vous nous diriez deux mots de votre diplôme, euh, du déroulement duquel j'étais personnellement très déçu, pas à euh, cause de vous. il s'est passé des choses pendant ces années voilà, de Beaux-Arts. Euh, Notamment, je me suis retrouvée sans logement avec ma mère. Et ça m'a mené à faire des choses différemment avec mes tableaux et ça m'a mené à les recouvrir, à en détruire certains et à comme bétonner finalement toute la mémoire que j'avais. Et je suis rentrée dans un truc un peu mystique de chercher de la simplicité, mais je pense que ça se fait naturellement quand on n'a rien. Et donc c'était finalement des nouvelles œuvres, quelque chose de différent que j'ai fait à ce moment-là, mais qui était enfin, je pense que c'était complètement légitime et je pense d'ailleurs que c'était bien mieux que ce que je faisais auparavant. Mais bref, en tous les cas, donc j'ai fait tous ces tableaux où il y avait euh, une personne qui regardait droit devant et qui posait fièrement finalement. Et il y a rien de plus difficile que d'être simple. Donc c'était très difficile, surtout pour moi. Donc c'était très difficile de faire ces tableaux-là. Et je me souviens quand on a fait l'accrochage, il y avait Jamel Tata. Et lui, tout de suite, a réussi à les accrocher, à créer une narration finalement avec simplement les gestes des mains qu'il y avait sur chaque tableau. Euh, donc moi, je trouve que c'était un beau travail que j'avais fait à ce moment-là. Puis mon jury, finalement, ils sont passés complètement à côté, hein, et ils m'ont dit que voilà, que ma personnalité était plus intéressante que ma peinture. Et, euh, et, et voilà. Et puis, ça s'est terminé comme ça, un peu tristement, quoi. Parce que moi, ma personnalité, voilà, comme je disais tout à l'heure, bon, bah, j'avais été très précaire. Je vivais dans ces 12 mètres carrés avec ma maman. Je venais avec le personnel du nettoyage le matin pour pouvoir peindre le plus longtemps possible. Et je partais le soir aussi avec le personnel du nettoyage. Quand l'école était encore fermée, on avait cette habitude de faire ça dans l'atelier qu'a fédéré Nathanaël. Et finalement, on avait tous on est- on était tous persuadés que notre corps mortel et notre vie, notre corps en chair, était là finalement pour protéger la peinture et pour créer cette peinture métaphysique et mystique, en fait. Moi, j'en suis toujours persuadée aujourd'hui et je pense que les autres avec qui j'étais dans l'atelier, c'était un peu la même chose, en fait. Euh, donc ça n'avait aucun sens de dire que ma personnalité était plus importante. Plus intéressante que mes tableaux parce que ma personnalité, elle existe uniquement pour les tableaux. Enfin, je veux pas d'enfant. J'ai du mal à avoir à trouver un sens dans le bonheur. Je veux juste être peinture en fait, peindre. Oui, non, mais la réaction du jury était exemplairement absurde, pour ne pas employer des mots plus désagréables, mais l'histoire que vous racontez là est pour moi la preuve qu'il n'y a pas
Vous disiez tout à l'heure qu'on vous avait recommandé l'école de Lyon comme étant la meilleure de France. En fait, les études d'art, c'est compliqué. Il n'y a jamais une école, il n'y a pas une ENA ou une école normale supérieure ou une polytechnique des beaux-arts. C'est fonction de circonstances contingentes. Quand j'avais votre âge, dans les années 80, sortir des Beaux-Arts de Paris, ça n'était absolument pas porteur. Il fallait sortir des Beaux-Arts de Saint-Étienne, des Beaux-Arts de Grenoble, ou même des Arts déco. C'était mieux. Et puis les choses se sont retournées et je ne sais pas quel est aujourd'hui, quelles sont les écoles les plus importantes, mais je pense que Caen, l'école vous enseignez, pour ce que j'en ai vu lors de ma dernière visite, a des chances d'ouvrir les portes à des jeunes gens qui feront véritablement quelque chose. Merci. Quand vous êtes sorti de l'école, avec tout cet arrière-plan, cette expérience de vie déjà très forte et très rude sous bien des aspects. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez exposé tout de suite? Est-ce que vous avez trouvé une galerie? Est-ce qu'il y a eu la période de latence que connaissent la plupart des élèves à la recherche de résidence ou de financement précaire? Comment est-ce que ça Ouais, s'est... c'est vrai que les résidences, c'est précarisant, hein. On le dit pas assez souvent que Je ce suis système de vaincu, résidence. merci de le dire. Oh non, mais. Ben, donc, j'ai pas été félicitée et d'ailleurs, j'ai pas aussi été soutenue. Il faut savoir que aux Beaux-Arts de Paris, il y a eu, fut un temps, un bâtiment qui a été offert par je ne sais qui comme mécène, oui, pour les étudiants en situation de précarité. Et il restait encore quatre appartements, quatre chambres dans cet immeuble qui n'ont pas été vendus en fait, hein. Et c'est vrai que j'avais postulé voilà, pour ce soutien pendant le diplôme, pour pouvoir être logée en fait, hein, parce que j'étais sans logement et je l'ai pas eu. Donc, donc j'ai trouvé que c'était assez injuste, hein, et je suis allée voir l'administration et quelqu'un m'a dit dans un couloir, bon, Apollonie, on n'a pas le droit de te le dire, on n'a pas le droit de communiquer avec toi, mais on sait que tu es une femme forte, donc que tu vas t'en sortir. Et donc, bon, ça, c'est une des multiples enfin, agressions qui font que finalement, la vie d'une femme peut être vraiment très, très compliquée, quoi. Parce que quand on survit, tout d'un coup, bah, on est forte, on n'a pas plus besoin d'aide. C'est vrai que le sang a arrêté de couler dans mes jambes à ce moment-là. J'ai failli tomber, quoi, quand j'ai entendu ça. C'est-à-dire que moi, on avait des attaques terroristes dans mon théâtre du fait de notre programmation. On a eu voilà, un feu criminel, une personne qui s'est fait égorger, une autre qui s'est fait éventrer pendant une scène, pendant une représentation. Et c'était là où je vivais. C'est moi qui nettoyais le sang le lendemain matin sur le plancher avant d'aller en cours. Donc, c'était un peu, j'étais un petit peu incomprise, je trouvais, voilà, par l'institution à ce niveau-là. Et donc, quand j'ai terminé l'école, il n'y avait rien pour moi vraiment à Paris, en fait. J'étais une femme forte qui parlait trop fort, qui était peut-être trop vulgaire, qui faisait des choses pas assez branchées en ce qui concerne ce qui était à la mode dans l'art contemporain, qui connaissait pas les bonnes personnes, hein, parce que j'avais pas passé les 5 années aux Beaux-Arts à faire du réseau, mais à peindre avec des espèces de geeks, de neuneux en haut d'une tour, la tour de Cogné tout en haut, au fin fond de l'école. On n'était pas très en contact avec les bons curateurs, etc. On était vraiment entre nous, en fait. Avec nos historiens et nos profs, nos autres peintres, quoi. Mais donc je suis partie aux États-Unis en fait. À ce moment-là, je me suis dit, je vais,
je n'ai rien à perdre, donc voilà, pourquoi pas partir puisqu'il n'y a rien qui me retient à Paris, quoi. Et j'ai tout à construire, donc je peux aller construire quelque part d'autre. Et à cette époque-là, je réalisais pas que ce qu'étaient les États-Unis. J'ai cru au rêve américain, mais c'était pas une époque où on parlait de colonialisme de la même façon qu'aujourd'hui. Même si j'étais dans un milieu très engagé où effectivement on avait énormément d'événements anticoloniaux et j'avais pas fait le lien avec les États-Unis. Bizarrement, il a fallu que j'y aille réellement pour comprendre que bah, c'est une colonie et qui fonctionne encore, quoi. C'est- mais voilà, donc bien évidemment, j'ai été très déçue. Là-bas, j'ai rencontré les difficultés même éthiques, hein, Oui, que le film raconte. Je ne veux oui, pas mais qu'est-ce que c'est de se développer dans un terrain pareil? Oui, on va pas parler du film. pas le divulgacher, mais vous avez quand même failli passer par la chambre d'Harvey Weinstein ou Weinstein, comme on dit là-bas, et vous vous êtes sauvé, je pense, grâce à l'expérience qui était la vôtre d'une vie pas facile, mais ça c'est dans le film, et une des dernières scènes du film raconte ça, enfin montre ça plutôt que le raconter de manière assez admirable. Euh, alors, je voudrais qu'on en vienne un peu à votre peinture. Je dispose, grâce à votre galerie, d'un certain nombre d'images qui permettront de ne pas parler dans le vide pour celles d'entre vous qui connaissent un peu moins bien votre travail. Je voudrais vous poser d'abord une question sur enfin, vous posez d'une manière générale une question sur votre rapport avec le passé, parce on est sorti, heureusement, de la période des avant-gardes où on appelait à brûler les musées, où le passé était l'ennemi, mais vous avez, me semble-t-il, un rapport très particulier avec la tradition picturale, y compris dans votre manière de travailler. On en parlait avec Margot il y a quelques jours. Vous avez un atelier qui, d'une certaine manière, est structuré comme les ateliers du Quattrocento. Vous avez des assistantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous travaillez, quel rôle est dévolu à ces assistantes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Je sais que vous les aidez beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retrouver ce fonctionnement du Quattrocento qui existe dans les ateliers d'artistes qui œuvrent à des objets monumentaux, mais qui me semble encore très rare dans le domaine de la peinture? C'est-à-dire que quand même, je fais des tableaux des fois qui font 4 ou 5 mètres, donc je vois pas comment est-ce que je serais supposée manipuler ça toute seule. De toute façon, enfin, c'est assez simple ça. Enfin, mais euh, l'idée de l'artiste peintre qui serait complètement seul face à sa toile, bon, bah, c'est quelque part l'idée du génie. Et ça, pour moi, ça date de la Renaissance, hein, de ce moment où, voilà, on rencontre en Europe, on rencontre les Bédouins qui nous ramènent. Je sais pas, d'ailleurs aussi, c'est un moment très important pour la peinture, hein, parce qu'il va y avoir la gomme d'amas et tout ça qui va permettre à l'huile de devenir ce qu'elle est. Mais il y a vraiment ce moment, enfin pour moi, après peut-être que j'ai tort, Didier, vous me corrigez surtout, mais il y a ce moment où l'homme va se mettre au centre du monde, quoi. Va comprendre que la Terre est ronde, va réfléchir à comment exploiter la faune et la flore. De quoi? Non, vous me dites, corrigez-moi, donc on sait que la Terre est ronde depuis Ah les oui. Grecs avec certitude. Donc c'est toutes les fables sur le Moyen Âge qui pensaient que la Terre était plate sont vraiment des fables. Mais voilà, Ah, d'accord. fin de la parenthèse.
Moi, en fait, quand je parlais du rond, je suis juste en train, enfin, parce que je pensais au fait que, à l'idée de cette forme de l'infini, quoi, le début de, voilà, on commence à exploiter la faune et la flore de manière infinie, comme si, euh, comme si les ressources étaient inépuisables, en fait. Et pour moi, ça concorde avec un moment où l'artiste aussi se met, voilà, se regarde dans le miroir et se dit, voilà, je suis Dieu, euh, je suis Dieu, quoi. Et on est encore un petit peu là-dedans où si l'artiste recevait une inspiration divine et faisait tout seul, alors que c'est pas vrai, on fait toutes les choses ensemble, on les fait pour les autres, avec les autres, en référence aux autres aussi. Et donc il y a comme moi c'est quand même important de l'assumer, de le montrer. D'ailleurs, voilà, mes assistantes. Elles sont très présentes dans ma vie, elles ont des noms, elles sont sur mes tableaux, elles peignent aussi leurs propres choses des fois sur mes tableaux. Et puis c'est que des personnes qui s'identifient en tant que femmes. Elles viennent de différentes écoles, donc parfois ça arrive qu'il y ait des moments comme ça où ça foisonne et elles font des choses entre elles aussi, ce qui est super intéressant. Et voilà, j'aimerais bien casser cette idée de l'artiste qui fait tout seul, quoi, parce que c'est une façon de garder le pouvoir, en fait. Est-ce que, très concrètement, parce que précisément au moment de la, la Renaissance et de l'après-Renaissance, les assistants se chargeaient de parties considérées comme moins importantes dans le tableau. Les artistes de renom peignaient les visages, les assistants peignaient les mains. Est-ce qu'il y a une division du travail de ce genre chez vous ou est-ce que c'est Ah en non, fonction des... ben, ça dépend, c'est qui sait faire quoi en fait, hein. Je sais là par exemple Camille, elle est ici en ce moment avec moi. Bon, elle est super forte pour faire les chairs. Par contre, impossible de faire un aplat ou de poser un dessin avec une perspective, enfin, il y a tellement peu de perspectives dans mes tableaux, c'est tellement simple. Voilà, donc elle va faire, voilà, il faut que je place le dessin, je commence la peinture et puis après, elle pourra monter en couche en fait. Et elle arrive à faire des choses qui sont assez compliquées comme voilà, les corps, enfin les chairs, quoi. Elle arrive à incarner un personnage socolesque. Et donc, voilà, ça dépend de qui fait quoi, qui aime faire quoi. Je sais par exemple que j'avais une fille voilà, qui est assez rigolote à un moment qui devait faire des aplats. Et puis à un moment, elle me dit, bah, Paulina, je peux plus, quoi. Je déteste le violet. Je peins du violet toute la journée. Une couleur immonde. Donc voilà, il dû trouver un autre truc à faire. Mais il n'y a pas vraiment d'hierarchie. C'est pas hiérarchisé. Mais il s'agit de qui arrive à faire quoi, le fait. D'accord, donc c'est improvisé au fond en fonction des personnes et de leurs compétences particulières. Alors, il y a un moment dans votre vie où les institutions se sont un peu réveillées et ont commencé à démentir le commentaire imbécile de votre jury. Vous avez été admise à la Villa Médicis et vous avez été admise avec un projet qui portait sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art. Votre projet évoquait Artemisia Gentileschi, mais aussi la, la nonne aux dents bleues. Artemisia Gentileschi a été connue au fond pour de mauvaises raisons, mais celle que vous appelez la nonne aux dents bleues a été purement et simplement oubliée. Est-ce que vous pourriez nous raconter à la fois votre découverte de la nonne aux dents bleues et puis votre passion pour Artemisia Gentileschi?
D'ailleurs, parallèlement, je voulais juste dire que la question des assistants, ça fait pas aussi partie de cette chose de l'invisibilisation des femmes, des artistes femmes, hein, parce que on appelle les petites mains. À propos du tableau qu'on voit avec les mains bleues. Donc, en 2019, on fait la découverte d'une sépulture d'une nonne en Allemagne, qui date de l'an 1000. Et au premier rapport, on voit qu'elle est très bien enterrée, mais voilà, c'est tout. Puis finalement, on découvre que dans ses dents, elles sont incrustées de lapis lazuli. Et bon, plus tard, j'ai vu qu'il y a eu, enfin, il y a eu énormément de découvertes de la sorte à l'époque moderne et enfin, dans le passé, et qu'elles ont été soit détruites, euh, les preuves, soit elles ont été détruites, soit elles ont tout simplement été voilà, archivées mais mises aux oubliettes. La découverte de la denture de cette nonne prouve que non seulement cette nonne avait un statut très important en l'an 1000 en Allemagne, à savoir elle était scribe et au peintre et elle lisait un pinceau entre ses lèvres, entre chaque touche voilà, de peinture. Mais le lapis lazuli, c'est une pierre qui vient d'Afghanistan, donc elle avait un réseau extrêmement développé, étant donné que c'est ce pigment qu'elle utilisait. Donc ça prouve du statut de cette artiste femme dans sa société. Alors que, voilà, à l'époque moderne, on imagine plutôt les nonnes comme les femmes de ménage du clergé. Oui, le lapis Enfin, lazuli était extrêmement cher. oui, oui, alors le lapis lazuli est toujours extrêmement cher, hein. Le lapis lazuli, voilà, ça coûte 150 euros pour un petit tube de cette taille. Voilà, il était plus cher que l'or à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que le bleu est la couleur qu'on attribue à la Vierge, qui, elle, voilà, fut un temps était aussi un emblème très, très, très important dans notre culture. La Vierge en forme d'amande, amande bleue. Et, et puis plus tard, le lapis lazuli, avec sa formule synthétique, est devenu la couleur la moins chère, avec le bleu outre-mer. Et donc, c'est assez intéressant, toutes ces histoires de pigments et finalement, de changement de statut. Et... Ça vous intéresse beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de broyer vos pigments ou pas encore? Si, ça m'arrive quand j'ai le temps, mais je dois avouer que je le fais surtout à l'école avec les étudiants. Et alors, quand on utilise des pigments qu'on a broyés nous-mêmes, alors ça n'a rien à voir, hein, la qualité, même s'il y a des artisans qui font de la très bonne peinture, la qualité, voilà, elle devient vraiment abyssale. Le pigment est, enfin, on est attiré par cette matière. Puis c'est quand même la peinture à l'huile quand c'est fait artisanalement, c'est quand même voilà de la matière vivante euh, faite à partir de voilà de matière minérale, animale et végétale. Toute une alchimie autour de ça. Et on est en interaction avec ces éléments, quoi. Notre corps, notre esprit est en interaction avec tous ces éléments, contrairement avec, je pense, avec l'acrylique, où finalement, ces pigments sont morts, ils sont enfermés dans du plastique. Donc, enfin, ça, c'est mon avis, hein, personnel. Oui, oui, non, mais je pense qu'il est très sensé. Le tableau qu'on a sous les yeux, le portrait de Loulou Nouti, est quasiment un renversement symétrique des images d'Yves Klein trempant ses mains dans l'outre-mer pour en enduire ses modèles. Voilà, c'est un peu un manifeste, ce tableau dont le modèle est une de vos anciennes condisciples à l'École des Beaux-Arts. Oui, Et alors Yves Klein utilise de l'outre-mer le lunatique du lapis lazuli, hein. très bien. Ses mains sont en lapis lazuli. Effectivement, et c'est une artiste, une sculptrice remarquable, hein, qui est basée maintenant en Italie.
Et c'est un moment assez spécial dans sa vie. Elle était en train de faire justement avec des pigments du land art, une espèce de performance à un moment spécifique suite au décès de son père. Et donc j'ai cette image d'elle, les mains où elle est un peu désarçonnée et elle a toutes ses mains bleues qui sont un peu comme des pattes d'ours. Ses lèvres sont en caput mortum et le fond en blanc d'argent. Et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus compliqué que d'être simple. Il y a très peu d'éléments dans ce tableau et c'est comme ça qu'il tient, Il je tient trouve. remarquablement bien. Et l'autre l'autre sujet d'étude pour votre séjour à la villa était Artemisia Gentileschi. Vous avez fait une analyse assez remarquable du tableau d'elle qui est le plus connu, Judith et Holoferne. Est-ce que vous pourriez la raconter un peu? Ce qui serait à droit, c'est d'avoir une image du tableau. Attendez, est-ce que je peux... Ah, comme vous l'avez dit, Artemisia Gentileschi, elle a été connue, on l'a reconnue, redécouverte pour les mauvaises raisons, comme énormément d'artistes femmes, en fait. J'ai l'impression, moi, que dans notre société et dans l'histoire de l'art occidental, il y a vraiment trois rôles pour la femme, en fait, hein. Énormément de tableaux représentent les femmes, et donc je trouve qu'il y en a trois, ce qui fait pas beaucoup, finalement, comparé au nombre de tableaux. Je trouve qu'il y en a une où la femme est une madone. Donc, elle est vraiment passive face à la création parce que je ne sais pas si elle a donné son consentement réellement pour voilà, tenir le Christ, qui est par ailleurs un vieillard hein, et qu'elle tient assez loin d'elle, finalement. Bon, après, bien évidemment, plein d'interprétations différentes de la Madone. Je parle un peu du classique et je généralise un peu. Et, euh, il va y avoir la martyre, donc Sainte Agathe, à qui on a coupé les seins, Sainte Apollonia, à qui on a cassé toute la mâchoire, Sainte Lucie, à qui on a arraché les yeux, où elle porte ses yeux comme ça sur une assiette. Et puis le troisième rôle, ça va être la femme fatale, donc voilà, la mangeuse d'enfants, celle qui nous transforme en pierre. Et dans les martyrs, il y a aussi la violée, hein. C'est quelque chose qu'on adore, voilà, représenter les femmes violées, c'est quelque chose d'extrêmement excitant pour ces peintres, ces messieurs peintres. Et donc voilà, donc Artemisia Gentileschi, elle arrive à sortir de ces trois clichés, je trouve, tout en peignant des scènes bibliques qui sont voilà, supposées représenter voilà, les femmes passives face à la création. Donc, moi, j'ai cette idée comme quoi, pourquoi est-ce qu'on ne représente pratiquement pas d'accouchement dans notre histoire de l'image. On peut se poser la question parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, un accouchement, porter la vie, d'avoir deux cœurs dans son propre corps. Euh, enfin, il y a quelque chose de complètement, oui, fantastique là-dedans. Et en même temps, c'est extrêmement ordinaire parce que tout le monde, quasiment tout le monde, est né de cette façon. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a quasiment pas de représentation d'accouchement. J'ai l'idée, je pense que c'est parce que une femme qui accouche, ce serait l'incarnation du pouvoir de la vie et de la mort. Et chez nous, le pouvoir de la vie et de la mort, il est représenté par un homme de plus de 60 ans qui est un dieu. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je pense. Désolée Didier. Et Non, non, oui, euh, c'est exactement ce que dit Niki de Saint-Phal dans une très jolie interview que je ne connaissais pas, qu'une ancienne participante du cercle m'a gentiment envoyé il y a pas longtemps. ouais, Mais c'est-à-dire le fait qu'au fond, la jalousie primordiale des hommes vis-à-vis des femmes est liée à cette capacité de donner la vie. Mais j'ai affiché là dans le partage d'écran ouais. le Judith et Holoferne que vous voyez comme
un accouchement, ce qui saute pas aux yeux d'un spectateur homme, mais une fois que vous l'avez dit, euh, ça semble assez évident. Oui, en fait, il y a les trois lectures. Donc, il y a la lecture biblique, donc Judith qui décapite Holoferne. Après, il y a la lecture de la mythologie personnelle d'Artemisia Gentileschi, parce que c'était une femme qui était violée voilà, dans sa jeunesse par un peintre qui était le concurrent de son père. Et on reconnaît vraiment dans les traits voilà, de Holoferne le visage de Tassie, donc son bourreau, et dans les deux femmes, les deux Judith, Artemisia. Et la troisième lecture, ben oui, c'est une lecture féministe, un peu controverse. Mais c'est vrai que ses bras ressemblent à des cuisseaux. Quelque part, on dirait qu'elle accouche son bourreau, quoi, et que voilà, la tête de Tassie sort de ses cuisses. Après, il ne s'agit pas d'un accouchement naturel, hein, parce qu'on sait que les femmes ne devraient pas accoucher, voilà, coucher sur un lit, mais plutôt accroupies. Voilà, je me pose un peu la question de comment se passaient les accouchements à cette époque-là. Mais pour moi, voilà, enfin, ayant étudié les autres tableaux d'Artemisia Gentileschi qui est son travail, je trouve qu'elle arrive avec finesse à chaque fois quasiment à être extrêmement contemporaine de notre époque. Aujourd'hui, par exemple, il y a le tableau de Suzanne et les vieillards. On a une panoplie d'œuvres voilà, qui représentent Suzanne et les vieillards parce que les peintres ont un malin plaisir à peindre une femme nue dans la forêt qui va se faire violer. Euh, Celle d'Artemisia Gentileschi, on la voit contre un mur. Littéralement, tout ce qui reste de la forêt est juste une toute petite flaque d'eau et elle est coincée contre un mur. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement d'actualité quand on parle d'harcèlement sexuel dans le milieu du travail, par exemple. Ça se passe plutôt contre un mur que dans une forêt. Vous avez, je crois, en ce moment vous-même le projet de la représentation d'un accouchement dans un tableau, mais précisément un accouchement qui ne serait pas le dispositif conventionnel depuis quelques siècles. Vous êtes toujours en train de travailler à ce tableau? Alors oui, donc, on est dans une période assez intéressante. En fait, finalement, quand on fait face à la destruction massive de la Terre, il y a beaucoup de gens veulent se rapprocher, veulent retrouver les anciennes façons de faire, celles où on pouvait être indépendante face à l'industrie, quoi. Que ce soit, on parlait tout à l'heure de broyer les pigments, mais aussi c'est quand même pas mal pour une femme de savoir accoucher sans avoir à faire recours à des médecins et tout un système hospitalier. Donc, voilà, enfin, je veux dire, par exemple, on peut imposer aux femmes la péridurale et qui demande à ce qu'elle soit allongée et encore une fois passive face à la création, parce qu'elle est donc anesthésiée des jambes. Moi, je dis pas que je suis pas du tout contre la médecine, hein. Moi-même, la médecine occidentale, moi-même, j'ai été sauvée d'un cancer grâce à des médecins occidentaux dans un hôpital. Et donc, mais ça n'empêche pas que je réfléchis à toutes ces choses-là. Et en fait, ouais, donc j'essaye de représenter un accouchement, ce qui est déjà compliqué en soi parce qu'il y en a pas dans l'histoire de l'image pratiquement. Et j'essaie de représenter l'accouchement d'une amie à moi, artiste, Diane Mahmoud, qui, elle, a accouché, oui, accrochée à une table en L, avec son compagnon de l'autre côté de la table, lui tenant la main, et une doula, une sage-femme au sol réceptionnant le bébé. Alors, comment est-ce qu'on représente ça? C'est difficile. C'est difficile de faire une telle image comme on n'a pas d'exemple. Mais c'est super excitant. Non, j'imagine. Et vous parlez des exemples, et justement, je pense que dans votre travail, c'est une question importante, le réemploi de schémas iconographiques multiséculaires, hein,
Alors, dans le registre des images savantes ou dans le registre des images populaires, celui des cartes à jouer, par exemple, qui ont Mm. un rôle dans votre travail. D'où vous vient, peut-être ne le savez-vous pas, ce besoin de renouer le lien comment naissent les idées de reprise de tableaux? Là, on a en exposition la reprise d'un tableau de Ferdinand Hodler, qui je crois un peintre qui vous intéresse beaucoup. Et comment est-ce que vous évitez ça c'est quelque chose qui me fascine dans votre travail, comment est-ce que vous évitez l'effet pastiche? Parce que on reconnaît en règle générale les sources d'inspiration. Je montrais tout à l'heure le tableau qui est inspiré de la guerre du douanier Rousseau, mais où vous changez tellement d'éléments qu'au fond l'iconographie demeure, mais beaucoup de données dans le tableau font qu'on n'a pas le sentiment d'être un pastiche, d'être en face d'un pastiche, pardon. Donc, qu'est-ce que, euh, d'où vous vient cette passion pour les grands schémas iconographiques que vous essayez de redynamiser en quelque sorte et auquel vous essayez d'ajouter de nouveaux exemples avec cette affaire de la représentation de l'accouchement, qui est une question passionnante. Qu'est-ce que, par exemple, d'où sont venus les Hodler, les Botticelli, comment est-ce que ça se passe dans le cours de votre travail? Bon, alors, ça fait aucun mystère pour qui que ce soit, je pense, mais bon, je pense que l'art est un langage, et donc on peut, voilà, par le biais des références, utiliser les références comme des mots, comme un vocabulaire. Comme je disais tout à l'heure, on fait tout ce qu'on fait, on le fait par rapport aux autres, pour les autres. Enfin, il s'agit de communiquer en fait. D'ailleurs, une exposition qui n'est pas vue est un flop, est une grande souffrance pour un artiste, une artiste. Et on l'a bien vu pendant la pandémie, hein, toutes ces expositions en PDF, voilà, ou ces tableaux vendus par PDF, ça nous a tout donné envie de mourir. Euh, Et donc voilà, ça se passe assez naturellement finalement de faire référence à d'autres choses. Et ça se fait aussi dans la musique, hein. Il n'y a pas de création musicale qui est faite sans écoute. Et puis, bon, pour moi, mon histoire personnelle, lorsque j'étais malade, j'ai eu quand enfant, il y a eu des nonnes qui sont venues dans mon atelier pour me convertir sans doute au christianisme. Elles sont venues avec des livres de peinture. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu ce moment, voilà, j'avais 8 ans et là je découvrais vraiment la grosse peinture. Euh, c'est C'est vrai. quand vous avez été soigné de ce cancer dont vous parliez, qui vous est arrivé très tôt dans votre vie. Vous aviez 8 ans, 9 ans. Puis voilà, j'avais 8 ans et j'avais un cancer orphelin dans la vessie, donc un mélanome de 4 centimètres. Je savais pas trop comment faire parce que les mélanomes, normalement, ils sont à l'extérieur du corps. Bon, celui-là était à l'intérieur du corps d'une fillette. Euh, et donc, voilà, ils m'ont opéré et envoyé des morceaux de ma vessie partout dans le monde. Puis je suis retombée plus tard sur les écrits des médecins. Parce que comme c'était très curieux, ils ont raconté toute ma famille, toute notre histoire, pour comprendre comment est-ce que j'avais développé ce mélanome, qui est d'ailleurs une histoire de motifs et de pigments, hein, c'est étrange que ça fasse tellement écho avec ma vocation. Et donc à ce Et moment-là, puis on vous a
moralement soigné avec des images pieuses ou des images de la grande peinture. Oui, voilà. Et puis ça n'a pas échoué parce que finalement, en sortant de l'hôpital, je devais rejoindre ma tante à Los Angeles voilà, enfin, fait partie de la diaspora. Ils ont fui le communisme, donc elle a atterri à Los Angeles. Et j'ai demandé à être baptisée là-bas. Donc j'étais baptisée à Hollywood. Vous n'auriez pas pu être baptisé ailleurs. À l'âge de 8 ans. Excusez-moi, j'avais plus de batterie. Donc, voilà, pour ce qui concerne les références, et puis il faut pas oublier que il y a eu notre rencontre, Didier, et notre correspondance continuait tous les jours où on regarde des œuvres, des tableaux, et on compare les tableaux, quoi. Et, Oui, enfin, c'est gentil que vous fassiez allusion à ça. C'est vrai qu'on se parle souvent, mais à propos de tableaux, de projets, de détails, ça c'est une chose très émouvante pour moi. On dit souvent que le métier d'enseignant est le plus beau du monde, et on pense en général que c'est pour faire passer la pilule de salaire absolument dérisoire, mais c'est vrai, ça. c'est en réalité tout de même un métier extraordinaire qui me permet, par exemple, à un homme de mon âge, à 71 ans, de droite, d'avoir un lien de très grande confiance et d'amitié avec une jeune féministe woke baptisée à Hollywood, un lien quasi quotidien. Didier, ne dites pas que vous êtes de droite devant tout public. Oh, non. Euh, Gardez ça secret, s'il vous plaît. Non, non, il y a beaucoup de choses qui nous séparent, mais ça n'entame pas du tout la confiance. Est-ce que je peux vous poser une question bateau, puis une qui est un tout petit peu moins? La question bateau serait l'emploi de la photo, qui est, suivant les écoles, présenté comme une sorte d'abus ou une évidence. Vous travaillez toujours avec des photographies ou pas toujours? Je travaille absolument toujours avec des photographies. C'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai été soutenue par Elizabeth Peyton, un peu par hasard. Je cherchais absolument à retourner aux États-Unis du fait voilà, de cette misère que je vivais en France. Et aussi, bon, j'étais amoureuse d'un mec qui me répondait plus. Et donc j'ai envoyé voilà, un mail aux quelques contacts que j'avais, c'était très peu, avec mes tableaux, voilà, comme quoi je cherchais un travail à New York, si c'était possible de m'aider, que j'étais peintre. Quelqu'un l'a envoyé à Elizabeth Peyton. Et elle m'a aidée tout de suite. J'ai reçu voilà, un entretien d'embauche pour travailler dans l'atelier de Dan Cullen. Et là, c'est vrai que c'était assez drôle parce que j'ai découvert qu'est-ce que c'est finalement le marché de l'art américain et qu'est-ce que c'est les ateliers là-bas, hein. On parlait tout à l'heure des assistantes. Moi, je suis arrivée dans l'atelier de Dan Cullen en pensant qu'on allait être 3-4. En fait, on était une centaine. Et Dan Cullen était tellement éloigné de la peinture, tout en étant peintre, parce que c'est quand même son business, qu'il ne savait plus comment ça marche. Et en fait, c'était un énorme atelier, une usine. Et j'ai remarqué que tout le monde peignait uniquement la moitié de la journée. Et pour faire des énormes aplats, on utilisait des tout petits pinceaux. Et c'était un peu insensé comme ça. Les personnes étaient tout le temps sur leur téléphone la moitié du temps. Au bout d'un moment, j'ai demandé donc à une de voilà, de mes collègues comment ça se fait que on prend 3 mois pour faire 3 aplats. Et elle m'a répondu, Dan Cullen se souvient que la peinture à l'huile est un processus lent. Et on est obligé de peindre lentement. Et c'est bon. Enfin, je raconte cette anecdote comme ça, là, Ah ben, j'improvise. c'est très bien, vous ne me l'aviez jamais raconté. Je suis très Non, heureux mais c'est d'entendre. l'absurdité totale. Et alors, en fait, moi, avant, quand on était à Paris, j'avais donc Philippe Cognier comme prof. Philippe entrait dans l'atelier, mais hors de lui, avec un livre de Jeff Koons, en disant, mais comment ils font? Putain, mais comment ils font? C'est pas possible.
Parce que lui, il avait la Légion d'honneur, il était prof aux Beaux-Arts de Paris, il avait un grand atelier avec des frigos remplis de Veuve Clicquot. Il avait tous les collectionneurs possibles, mais il n'avait pas la même carrière que Jeff Koons. Il n'arrivait pas, c'était pas possible. Mais Philippe Cognier fait tout lui-même. Philippe Cognier, il tend ses toiles. Et d'ailleurs, en tant que prof, c'était touchant de l'avoir parce qu'il était capable de passer derrière moi, de prendre le pinceau et de rectifier. Je dis, Philippe, fais-moi la main, s'il te plaît. Puis là, il s'y mettait, il faisait la main. Puis là, tout à coup, il y a Nathanaël qui venait, Nat, s'il te plaît, tu peux faire les yeux, j'arrive pas. Et donc, on travaillait comme ça vraiment à l'ancienne, finalement, dans cet atelier. Et en même temps, il était tellement attristé de ne pas avoir la carrière de Dan Cullen. Dan Cullen, qui est tellement loin de la peinture, qui se souvient pas du tout de ce que c'est. Donc voilà, c'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. Oui, non, non, la question portait sur l'emploi de la photo, mais la Et réponse qui était à côté de la question Elizabeth était très Payton, bien. ah pardon, Non, non, continuez, non, Elisabeth. pardon, Didier. Qu'est-ce que vous Je disiez? vous en prie, non, non, non. Vous avez, ce que vous avez raconté était formidable. Et pour passer à la question un tout petit peu moins bateau, je, je me suis souvent demandé comment vous était venue cette stylisation des corps qui est maintenant une sorte de marque de fabrique de votre peinture. Ces mains démesurément allongées, ces membres allongés aussi, hein. Vos toiles n'ont pas grand-chose à faire de l'exactitude anatomique. Est-ce que ça vient de très loin? Est-ce que ça vient de Byzance? Est-ce que ça vient de la peinture maniériste? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu inconsciemment? Comment? Euh, juste, je voulais juste dire que Elizabeth Payton, elle peignait avec des Polaroids, donc je me suis mise à faire la même chose, mais ça m'intéressait pas justement de copier la photo. Hmm. Donc j'ai gardé la photo et j'ai appris à la simplifier et, et finalement, j'utilise mes photos, euh, mais les gens que je peins sont dans de la peinture, tout simplement. Ils sont dans des espaces métaphysiques qui sont dépourvus de perspectives quasiment et qui sont juste montés en couches et qui sont juste de la peinture en fait. Et là, je pense que ça, c'est en lien avec ma relation avec Oksana, qui était une peintre d'icônes. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la carte. Ça, on pourra en parler après. Vous l'avez très bien exprimé dans un texte. Je n'ai jamais cessé de peindre des tarots et un jeu de cartes, en fait. Je collectionne des gens avec des super pouvoirs qui représentent notre société. Et c'est exactement ce qui est un jeu de tarot. Euh, Le format vertical que vous avez utilisé souvent et que vous continuez d'utiliser vient de là. oui, je pense, mais tout ça, ça se fait bien évidemment inconsciemment. Il faut savoir que auparavant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, je peignais j'ai entrepris de peindre un jeu de tarot énorme, gigantesque, et chaque toile était vraiment surchargée, avec plein de transparence. C'est assez singulier, mais je vivais dans ce théâtre où j'avais pas un objet bizarre, j'en avais 10 et aucun d'entre eux ne marchait. Par exemple, j'avais des vidéoprojecteurs de chaque époque, de chaque année, mais il n'y en avait pas un seul qui marchait. Et je rassemblais plein de poubelles en fait, hein. J'étais quand même quelqu'un qui rassemblait énormément de poubelles et j'avais tous ces trucs qui me permettaient, avec les références, les choses de l'histoire de l'art, mon histoire personnelle, les projections que j'avais autour du tarot, ça me permettait de faire ces tableaux de superposition. Et c'était un peu de la combine, en fait. Toutes ces choses, elles étaient cachées. On peut se permettre de mal peindre si on cache les choses. Hein, c'est des effets. Et, euh, et puis, parmi ces objets, je parle de poubelles, mais il y avait aussi les cheveux de ma grand-tante. Ma grand-tante qui a été envoyée dans les goulags. Elle, je, la-
un moment dans sa vie, à la fin de sa vie, elle n'avait plus de cheveux, hein. Elle avait par contre pas mal de cheveux sur le menton, elle avait beaucoup de barbe. Et elle est allée dans le fond de sa chambre et elle est venue me voir. Et puis elle a sorti un journal qui date de 47, quelque chose comme ça, en biélorusse. Elle a ouvert là et là, il y avait une tignasse sublime de cheveux presque bordeaux qu'elle avait gardé pendant toutes ces années. Et puis, donc j'avais tous ces objets, puis il y a eu ce feu où tous ces objets ont brûlé, les cheveux de, les cheveux de ma tante également. Les, Donc les, là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, j'ai commencé à simplifier les choses, mais j'ai jamais cessé de faire ce que je faisais. Et c'est vous qui oui, l'avez remarqué. les cheveux sont d'ailleurs dans vos tableaux. Alors, c'est précisément exactement le genre de détail qu'on ne remarque pas sur les reproductions et qui impose absolument d'aller voir les tableaux en réalité, mais dans cet autre tableau que j'aime beaucoup, vous le savez, qui est aussi un hommage à Très Ferdinand bien. Hodler, cette chevelure qu'on voit à droite est un morceau de peinture absolument extraordinaire, mais la définition n'est pas assez bonne pour que je zoome dessus. On a le sentiment que vous avez une dilection particulière pour la chevelure, pour cette partie animale qui nous reste. Oui, alors j'aime beaucoup les cheveux, c'est bizarre. Et tout à l'heure, vous parlez aussi des mains, mais je sais pas, je crois que j'ai un truc avec les extrémités. Je pense que c'est ça qui nous rattache au monde. Alors moi, je vais répondre de façon un peu bateau. C'est la seule, mais c'est la seule raison, la seule façon que j'ai trouvé, voilà, pour répondre à cette question. Oui, oui, mais Euh, parfois les plateaux sont utiles, hein. Vous êtes je au pays. crois que oui, les cheveux, les mains, les pieds, c'est vraiment tout ce qui nous rattache au monde, en fait, quelque part. Je ne sais pas pourquoi j'y passe tellement de temps. J'adore. D'ailleurs, je garde toujours les mains et les pieds pour la fin et les cheveux pour la fin du tableau. C'est le truc que je préfère. Un petit peu comme un enfant qui va garder, qui va manger tout ce qu'il n'aime pas dans son assiette et à la fin qui va manger que tout ce qui est bon pour finir sur cette note. C'est quelque chose comme ça. Et voilà, donc la photo, je vais l'utiliser beaucoup pour les yeux, le visage, ou plutôt l'identité, comprendre, et puis la posture, et puis, mais sans respecter l'anatomie. Et d'ailleurs, chez Botticelli, hein, il peut y avoir des bras comme ça. Si on s'amusait à le dérouler, le bras ferait 3 mètres, proportionnellement, c'est anatomiquement incorrect. Mais c'est ça qui est magnifique. Et dans votre travail, il y a évidemment une dimension un peu militante parce que vous ne pouvez pas faire abstraction dans votre atelier de votre engagement féministe notamment. Et pourtant, votre peinture n'est pas de l'agit-prop. Votre engagement féministe n'est pas, c'est pas du tout accessoire, hein. Je pense que c'est capital chez vous. Vous avez très courageusement, dans un article du Monde il n'y a pas longtemps, apporté un soutien à Déborah de Robertis qui a tagué récemment au Centre Pompidou-Metz la vitre de l'origine du monde et qui est quelqu'un qui fait pas beaucoup pour être défendu, mais que vous avez défendu avec des arguments que je trouve extrêmement pertinents. Euh, Est-ce que ce militantisme, cet engagement passe naturellement dans votre peinture ou est-ce que vous vous posez constamment des questions sur la façon dont telle ou telle image pourrait être interprétée, par exemple par vos adversaires ou même par vos compagnons de route, parce que le féminisme c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des tendances, des oppositions. Comment est-ce que tout ça se, se joue dans le travail de l'atelier? Sauf si c'est une question trop tordue, vous me dites, et puis on passe à autre chose, hein. Non, on peut parler par exemple du printemps, par rapport à ça. Hmm.
En fait, bon, moi, je me considère en tant que, aujourd'hui, bon, c'est très en vogue, hein, féminisme, féministe intersectionnel. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. C'est vraiment l'endroit où se rencontrent les luttes, parce que finalement, on lutte pour la même chose, que ce soit la question de genre ou de question d'antiracisme ou d'écologie, en fait, hein. Il s'agit toujours, encore une fois, de cet asservissement infini qui arrive à sa fin, qui est impossible en fait, hein, parce qu'on voit que maintenant les ressources, que ça marche plus, on a détruit la Terre entière, donc voilà. Alors, ce tableau-là, par exemple, ouais, c'est un bon exemple pour parler de différentes formes de féminisme et comment j'applique ça, voilà, comment je défends euh, on dit un des féminismes qui m'intéresse, quoi. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on dise un féminisme, on pourrait dire une, je sais pas. Mais le printemps de Botticelli, c'est voilà, un grand classique de l'histoire de l'art. D'après Amélie Warburg, donc il y a deux Vénus, hein. Il y a la Vénus céleste et la Vénus terrestre. Celle-ci, c'est la Vénus terrestre. Donc, c'est une ode à la fertilité. Donc, dans le vrai tableau, on voit Zéphyr qui va agresser Flora en soufflant de la sémence dans sa bouche. Et ainsi, elle va voilà, tomber enceinte. Donc après, on la voit, donc c'est toujours la même personne, hein. Chaque personne est la même personne à un autre moment dans sa vie, hein. Et elle va être engrossée. Et après, et il y a aussi, enfin, non, c'est pas chaque personne qui est la même, mais c'est toujours, il peint toujours la même femme de toute manière. D'ailleurs, c'est une femme qui est morte, hein, quand il l'a peint. Euh, et il y a Hermès qui représente le message. Donc, voilà, c'est une ode à la fertilité, quoi. Et elles sont toutes sur des fleurs médicinales qui rendent fertiles. Et la Vénus céleste, donc c'est celle qui sort de son coquillage en tant qu'adulte, Vénus pudica, et voilà, qui serait un dieu. Et voilà, ironiquement, les femmes ont été menées à tenter de ressembler à cette Vénus pudica qui est une Barbie. Et c'est impossible. On n'est pas supposé lui ressembler, puisque c'est un dieu. Et d'ailleurs, d'après des artistes trans comme Claude Emmanuel qui figure ici, il y a de fortes chances qu'elle était trans, la Vénus pudica. Un dieu, euh, un dieu devrait avoir les deux genres. Bref, là, je suis en train de divaguer. Donc, je vais dire, donc ce tableau, Pas du tout, Apollonia. donc ce tableau-là, c'est la Vénus terrestre. On devrait, voilà, à laquelle on devrait s'identifier quand on est une personne mortelle. Alors, on pourrait se dire, une femme trans est tout sauf fertile, étant donné que c'est une femme trans. Et en ce moment, dans les milieux féministes, il y a, voilà, une voix qui est pour moi un exemple de régression. Euh, voilà, un groupe de féministes qui militent contre les droits des femmes trans. Et là, leur rhétorique, c'est euh, qu'elles ne sont pas des femmes du fait qu'elles n'ont pas d'utérus. Alors pour moi, c'est une régression parce que voilà, les générations de ma mère et avant ont milité justement pour que je ne sois pas vue comme une machine reproductrice. Moi, je ne suis pas là au monde du fait, je ne suis pas définie par mon utérus et mes capacités d'accoucher, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, pour moi, c'est vraiment un exemple de régression. Donc, j'ai voulu faire un tableau qui parlait de ça, du fait qu'il y a plusieurs formes de féminisme. Et donc, on pourrait dire qu'une femme trans, elle est tout sauf fertile. Donc, l'idée ici, c'est qu'elle est plus fertile que quiconque puisqu'elle se donne naissance à elle-même. Donc, il s'agit là d'une renaissance. Et c'est donc ainsi qu'on a fait ce tableau avec chaque personne qui figure, hein. Et donc, c'est très, très compliqué parce que quand les personnes que je peins, les modèles, ont une voix et un impact sur la fabrication du tableau, voilà, je suis obligée de les écouter, donc c'est très fatigant.
les peintres masculins qui ont payé des femmes précaires pour les faire poser et qu'elles se taisent, voilà, ont peut-être eu une tâche un petit peu plus simple, ou alors, même s'il s'agit de leurs femmes, qu'ils ont dépourvu de nom et d'identité en appelant plutôt, voilà, le tableau le bain ou la toilette. La toilette a plus d'importance que l'identité du modèle, quand même. Faut y aller, quand même, pour porter plus d'importance à une baignoire à la personne qui donne son intimité et son corps. Voilà. Donc, Pauvre Bonnard, oui, non, Nathanaël. mais ok, j'adore Bonnard, pardon, mais quand même. Mais- non, non, mais je pense que vous avez raison. Et, la formule est très jolie, mais puisque vous abordez cette question, et précisément parce que Nathanaël, qu'on reçoit dans 15 jours, a là-dessus une position très différente de la vôtre, est-ce que je peux être, être indiscret et vous poser la question de la maternité dans une vie d'artiste? Quelle est votre position à titre personnel et à titre général? Si vous pensez que je vais trop loin dans l'indiscrétion, vous me le dites, bien sûr. Non, bah, c'est un secret pour personne. Moi, je ne veux pas d'enfant. Mais je me demande si je ne veux pas d'enfant parce qu'on n'arrête pas de me poser cette question. Alors maintenant, j'ai décidé que j'allais pas avoir d'enfant parce que j'en ai marre qu'on me la pose. Parce que dans le film Apollonia Apollonia, la réalisatrice, elle, est obsédée par la question des enfants. Et ça fait sens, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de nos vies possibles. Euh, et finalement, bon, bah, à force qu'elle m'a posé cette question, maintenant, je suis vraiment décidée à ne pas en faire. Et puis, il y a plusieurs moments dans ma vie où, voilà, il y a eu, moi, c'était évident, j'avais pas j'étais tellement pauvre que la question de faire un enfant, voilà, allait entraver finalement sur mes possibilités de me développer, en fait, littéralement. Mais il y a énormément d'artistes qui ont des enfants et ça fonctionne très bien. J'étais tellement précaire que c'était impossible de s'imaginer faire de l'art et avoir un enfant dans ce contexte-là. Aujourd'hui, je n'imagine pas avoir un enfant étant donné que, bon, là, je suis au bord de la mer, il n'y a plus de poissons. Ils le disent simplement au Danemark, ils disent la mer est morte. Je vois pas pourquoi est-ce que je mettrais un enfant au monde alors que on n'a rien à lui proposer. Et je ne pense pas qu'il aurait quelque chose à proposer à ce monde non plus, quoi, cet enfant. Mais j'aime beaucoup les enfants des autres, hein, et voilà, donc, euh, donc je pense qu'on peut être artiste et être mère, mais pas moi. D'accord. Non, non, parce qu'on sait bien que ces décisions ne sont pas forcément toujours rationnelles et on entend l'argument rationnel. Et je sais que pour Nathanaël, cet argument rationnel n'est pas. Enfin, elle ne pourrait pas l'entendre, non pas parce qu'elle n'entend pas les arguments rationnels, mais parce que chez elle, le désir de maternité a été le plus fort. D'ailleurs, Nathanaël, pendant toutes mes années d'amitié, elle m'a bassinée avec ça, qu'il fallait faire un enfant. Je dis, mais fais un enfant, arrête de me fatiguer avec ça. Et ça y est, enfin, elle a fait un enfant et ça a donné des super tableaux aussi, d'ailleurs, au passage. Et voilà, et elle est très heureuse et je suis contente pour elle. Maintenant, je suis plus obligée d'entendre parler de ses colloques sur les enfants qu'elle a envie de faire, sur les femmes qui ont des enfants. C'est bon. Je peux juste regarder ces magnifiques tableaux au musée d'Orsay. Mhm. Non, je pense que voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus et que le mythe selon lequel les enfants seraient un obstacle à la création est démenti par beaucoup de cas, ne serait-ce que Louise Bourgeois, qui a eu trois ou quatre enfants. Bon. Euh, le- le- je pense, Margot, qu'on va bientôt peut-être Oui, proposer au cercle de poser des questions. J'aime exactement. poser à Apollonia une question très rhétorique, mais elle est, en dépit de son caractère rhétorique, est tout à fait sincère parce que à cause du film, à cause de cette actualité mondiale, à cause de votre
tournée de promotion depuis des mois dans tous les festivals cinématographiques de la planète. Euh, Vous avez enchaîné les interviews et j'imagine que les questions sont toujours un peu les mêmes, que celles que je vous ai posées ne devaient pas différer tellement de celles des interviews précédentes. Est-ce que au long de cette tournée que j'imagine avoir été épuisante de promotion du film ou à l'occasion des expositions, euh, est-ce qu'il y a une question dont vous vous seriez dit, mais nom d'un chien, pourquoi est-ce que personne ne me la pose jamais alors que c'est tellement important dans ma vie? Qui me Alors, fait, hein, mais non, vraiment, il y a aucune question qui me dérange. Et il n'y a aucune question que je désire, en fait, vraiment. Mais, enfin, le fait que ce soit si ouvert, ça rejoint ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure par rapport à la maternité. Et je peux commencer à parler du film comme ça, avec le début du film. C'est vrai que, voilà, moi, mes parents, ils ont filmé ma conception et ma naissance. Et ça figure dans le film Apollonia Apollonia. Et personne n'est supposé voir sa propre conception. Et eux, ils ont vu ça comme quelque chose de magnifique. Et il y a beaucoup de gens, ça dépend un peu des générations, mais beaucoup de gens trouvent ça voilà, un témoignage de leur amour. C'est aussi une archive intéressante, hein, parce qu'il s'agit de... Voilà, ma mère a fui le communisme. Tous les gens de ma famille qui vont fuir le communisme vont passer par cet appartement illégalement, donc, et vont parler à cette caméra qui est moi, qui est supposée être moi. Et il y a des moments où ma mère est enceinte et elle parle à la caméra. Enfin, c'est très beau. Mais c'est vrai que l'acte sexuel lui-même, il figure aussi. Et moi, ça m'a sacrément traumatisée. Dans le sens où, voilà, on n'est pas supposé voir sa propre conception. Et, euh, et qu'est-ce que je je voulais dois dire? dire que même dans ma génération, qui est celle de vos parents, ça apparaît quand même comme une idée Ouais. assez extravagante, d'autant que vous avez découvert ce film de votre conception au sens propre à un âge où vous n'étiez pas véritablement supposé le découvrir. Oui, oui, il y avait écrit pour X à ne pas avoir inventé 18 ans. Bon, c'est vrai que j'en avais 13 ou 14. Et alors, quand ils ont fait cette vidéo, ce film, euh, ils m'ont quelque part dépourvu de la notion d'intimité. euh, et et c'est une forme de maltraitance, je trouve. Ça m'a mis très très longtemps à comprendre que peut-être ce serait intéressant pour moi de prendre soin de moi et d'avoir une vie privée et des choses. Enfin voilà, j'ai quand même laissé cette réalisatrice danoise me filmer pendant 13 ans, hein. Hmm. Euh, Parce qu'il n'y avait pas de notion, je n'avais pas de notion d'intimité. Et son film se termine quand moi je décide qu'il doit se terminer et que j'ai envie d'apprendre à vivre pour moi. Mais l'ironie du sort, c'est que là, je suis encore sur un tournage dans Ce que une j'allais dire, télé-réalité. vous êtes poursuivi par Donc, par la déesse du cinéma pour le meilleur et pour le pire, parce que votre histoire, c'est extravagant. Enfin, c'est l'histoire d'un de mes romans préférés, euh, Tristram Shandy de Laurence Sterne, où le hum, roman commence non pas à la naissance du héros ou de l'anti-héros, mais à sa conception. Et sa conception est, il y a quelque chose qui cloche parce que la pendule sonne au moment fatidique et que le- la femme demande à son mari s'il a remonté correctement la pendule et le mari s'énerve. Bon, comment est-ce que tu peux me poser une question aussi stupide? Et la singularité, toutes les petites manies de Tristram Shandy sont supposées provenir de cet incident pendant sa conception. Mais la vôtre a été filmée, donc ça vous poursuit presque. ouais, c'est vraiment tragique. Mais je pense que c'est pour ça aussi que Vous,
Vous avez que, su le qui- retourner quand même très bien. merci. Et je pense que ces choses-là, elles se voient aussi dans mon travail. C'est pour ça que les personnes que je peins sont tellement présentes dans dans la création de l'œuvre, que C'est pour chaque, ça que vous leur demandez l'autorisation aussi. Ce qui est alors, pas... oui, c'est pas juste l'autorisation et le consentement, c'est vraiment on réfléchit ensemble à comment est-ce qu'elle va être représentée. Par exemple, dans ce tableau, voilà, il y a les trois grâces qu'on voit là qui sont voilà, des personnalités assez connues dans la scène parisienne, milieu Hmm. queer. Voilà, et je demande à une, voilà, laquelle des trois grâces voudrais-tu être? Et puis elle me dit, voilà, donc il faut me peindre à gauche parce que je ne serai jamais de droite. C'est super drôle, c'est ce genre d'anecdote comme ça, on dirait oui, que c'est anecdotique, mais en fait, c'est vraiment ça aussi qui fait l'histoire de l'art, quoi. Pourquoi un tel est à gauche, un tel est à droite, de quel bord. Et elles sont tout le temps là en train de participer à la création du tableau. Et c'est compliqué aussi parce que les tableaux, la peinture à l'huile, c'est très lent comme processus, mais le genre, c'est fluide. Donc ça peut être très rapide aussi. On peut être une femme aujourd'hui, finalement s'identifier en tant que non-binaire quelques mois plus tard, et le tableau n'est toujours pas terminé, hein. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est éprouvant. Quand les personnes que je peins ne se reconnaissent plus, elles ont changé, elles ont grossi, elles ont vieilli, elles ont maigri, elles ont rajeuni. Tout ça, c'est possible. Et ça m'intéresse aussi énormément, c'est, la question de la fluidité. C'est comme une délivrance, en fait, finalement. On est tous fluides. Dans le bouddhisme, on le comprend bien, hein, avec les... on peut conceptuellement, on peut s'imaginer qu'un enfant naît, il change, et il vieillit, il grandit, puis après il vieillit. Mais le fait de le ressentir vraiment dans son corps, que mon foie, il est plus fatigué 5 minutes après, 5 minutes plus tard, c'est une preuve de fluidité, c'est-à-dire que mon identité, elle n'est pas fixe. Mon foie n'est pas mon foie, n'est-ce pas? C'est ça, avec la méditation du Vipassana où on scanne son corps pour ressentir ses organes. Avec le Vipassana, je scanne mon corps et je vais ressentir mes organes à l'intérieur et je vais le refaire 5 minutes plus tard et ils auront déjà vieilli. Et ça, c'est juste une preuve qu'on est fluide en fait. Et ça, Et- tout ça, ça m'intéresse et avec le temps de la peinture qui est tellement différent, qui est tellement lent. Enfin voilà, je suis encore en train de... Ah ben, non, 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 faites une peinture héraclitéenne, si on veut être cuistre, mais c'est formidable. Euh, Héraclite, c'est on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Exactement. Expliqué. Euh, Margot, est-ce que ça vous semble le moment de peut-être passer la parole à vos adhérentes? Oui, si ça vous semble le moment aussi, avec grand plaisir. Il y a eu déjà pas mal de commentaires. Je ne vais pas tous les lire, mais Apollonia, hésitez, vous pourrez en prendre connaissance. Mais peut-être un ou deux qui étaient intéressants. Donc, il y a Gabriella qui nous a dit, il n'y a rien de plus compliqué que d'être simple. Karima qui dit que Myriam Khan a les mêmes propos au sujet des accouchements non représentés. Ah oui, oui. Il y Ouais. a Marjolaine qui dit qu'il y a deux récits magnifiques d'accouchement dans Désert de l'Ecclésio, d'une femme seule. Mhm. Et Margot Dezon qui nous dit dans l'hindouisme, nombre des grandes figures déiques sont et hommes et femmes. Euh, voilà. Et il y a aussi Cathy qui te dit qu'il y a quelque chose dans ta peinture qui fait penser au Gréco. Mhm. Moi, j'ai dit qu'il n'y a plus de poissons non plus chez moi au Maroc. Oh non, non, c'est pas drôle. C'est terrible. Voilà, on a Olivier aussi qui dit qu'en tant qu'homme et plasticien, il n'a pas voulu avoir d'enfant parce qu'il savait qu'il aurait du mal à vivre de sa peinture et qu'il serait définitivement pauvre. Il y a Dalila qui dit que le médium vidéo est quand même le médium que tu as utilisé pour réussir à rentrer là où tu espérais. Et Sandra Vinet qui nous dit qu'elle est très touchée par la complicité et la manière dont les propos sont traités et que, elle a pleuré pour la phrase du début parlant du rapport mystique à la peinture où le corps de chair n'existe que pour être peinture. Voilà, je passe
Je passe la main et celles qui veulent aussi prendre la parole et ceux qui veulent prendre la parole pour intervenir, n'hésitez pas. Alors, moi, j'ai une question. Bonjour. 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 Merci beaucoup pour cet échange avec Didier. Je me permets de te tutoyer. Je voulais te remercier pour ton travail en général. Je suis allée voir le film il y a quelques mois qui est resté en moi depuis. Il a vraiment laissé une trace. J'ai observé une détermination extraordinaire de ta part, de la part de la réalisatrice, de la part d'Oksana. Et ma question, enfin, j'avais déjà une remarque. J'avais l'impression, enfin, ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit que tu te demandais comment elle avait toqué à ta porte avec ses deux bras cassés. Je me suis dit que c'était une belle image aussi de. Est-ce que c'était comme nous les femmes? Peut-être que nous, on rentrait dans cette société parfois avec deux bras cassés. Il fallait taper à la porte avec le pied. Dans le monde de l'art, peut-être aussi. Et je voulais savoir si tu possédais une œuvre d'Oksana qui t'accompagnait au quotidien, si aussi tu avais déjà. Enfin, dans le documentaire, on vous voit peindre ensemble l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous avez même peint parfois sur les mêmes toiles. Est-ce que vous avez déjà exposé ensemble ou est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire Enfin, je sais que c'est un peu bizarre peut-être d'exposer à ses côtés, mais est-ce que c'est en Non, tête? c'est une bonne question, merci beaucoup. Malheureusement, Oksana est décédée trop jeune pour qu'on fasse des expositions ensemble. Alors, moi, je suis partie aux États-Unis en espérant revenir avec des ressources, en fait, pour notre vie en commun. En commune, on vivait ensemble. Et hélas, quand je suis revenue, ça a mis plus de temps que prévu de finalement être à l'aise un peu, enfin, d'être un peu mieux économiquement. Et elle s'est donné la mort trop tôt pour qu'on puisse faire des expositions. J'ai des peintures d'elle qui sont très moches et j'en ai d'autres qui sont magnifiques. Mais j'en ai très peu, hein, des réels chefs-d'œuvre. Enfin, en fait, j'en ai que une de belle toile qui est en fait une icône. La raison est la suivante, c'est qu'on était tellement précaires qu'à chaque fois qu'elle faisait une icône, elle me l'offrait. Et moi, et tout à coup, il y avait peut-être la possibilité de la vendre. Alors, j'ai dit non, 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 tu la vends, tu récupères. Et donc, on a fait ça 3, 4 fois. Et donc, finalement, quand elle est décédée, je me suis retrouvée sans rien. Et d'ailleurs, je voulais rien. J'ai aucun objet d'elle. J'ai tellement souffert, j'ai pris 20 kilos. C'était ça, vraiment, je commence tout juste à me remettre un petit peu de ce deuil. Et ça fait déjà 6 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait souffrir. Mais ce qu'elle m'a laissé, c'est. Moi, quand Oksana était vivante, elle a été dépossédée de tout, en fait, parce que il y avait des gens qui faisaient des copies de ses tableaux et qui les vendaient sur le marché noir, comme on dit en Ukraine. Donc, elle a été volée de son œuvre. Également, dans son groupe de féministes, elle était exclue et il y avait d'autres personnes qui ont voilà, bénéficié d'aide. Elle ne pouvait pas avoir de papier du fait qu'elle était exclue de sa propre création. Donc, elle était vraiment complètement dépossédée. Et c'est quelque chose qui pousse au suicide de je pense, hein, de, d'être dépossédée de son œuvre. Et moi, je lui disais toujours, mais c'est pas grave, Oksana, c'est toi l'artiste. Toi l'artiste, tu vas pouvoir reconstruire quelque chose, recréer quelque chose. C'est toi qui as cette énergie créatrice. C'est le problème des conseils, hein, c'est qu'on donne souvent les conseils à soi-même. Et quelque part, je parlais à moi-même, je ne parlais pas à elle. Pour elle, le plus important, c'était cette lutte, en fait. Son engagement politique, c'était bien plus important que l'art. C'était pas comme moi, Nathanaël et les peintres, où c'est l'art pour tout. Pour elle, l'art est un prétexte pour l'activisme. Et du fait qu'elle était complètement exclue du milieu activiste, c'était ça qui lui faisait le plus grand mal, je pense. Et donc j'ai compris après sa mort, malheureusement, que j'avais
une responsabilité par rapport à la création des images, une responsabilité d'utiliser l'image comme une arme, ou en tout cas de réfléchir à qu'est-ce qui vaut d'être dit aujourd'hui, si l'art est un langage. Et c'est comme ça que mon travail, il est devenu de plus en plus engagé, tout en ayant cet amour viscéral pour l'histoire de la peinture, l'art, la matière, et même l'histoire de l'art occidental. Et alors, ça me met dans un truc un petit peu compliqué par rapport à où il faut trouver un équilibre, mais c'est ça aussi qui m'excite, trouver un équilibre entre, voilà, ouais, on parlait tout d'un féminisme intersectionnel, ou toutes ces valeurs que j'ai qui seraient anticoloniales, en utilisant un médium qui est profondément réactionnaire, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc premier quand même, la peinture à l'huile. Enfin, la peinture, pas la peinture à l'huile. Quoique, dans les grottes, on peignait quand même avec des pigments broyés dans de la graisse, avec de la pisse pour diluer, et c'est de la peinture à l'huile aussi, donc. Mais voilà, donc en fait, Oksana, ce qu'elle m'a laissé de plus précieux, c'est c'est euh, c'est mon identité, voilà, l'aspect politique qu'il peut y avoir dans mon travail et ce désir en fait d'être décomplexé par rapport à l'engagement dans la peinture. Et ma mère, qui est une personne terrible et fantastique, avait en fait gardé une icône d'Oksana qu'elle lui avait achetée de son vivant et qu'elle avait cachée. Et c'était un Saint-Luc. Et donc, Ouais. après... Et donc après sa mort, elle me l'a offerte. Et donc à ma dernière exposition, qui était une énorme exposition, on a rassemblé plein de tableaux qui venaient des quatre coins du monde en fait. Donc c'était une exposition au Danemark. Voilà, il y avait 35 tableaux de plusieurs périodes différentes. Et j'ai décidé d'accrocher cette icône. Et j'ai demandé au musée de déconstruire une des pièces du musée. C'est-à-dire qu'il y avait une salle et j'ai voulu qu'il bouge le coin. Parce que les icônes sont supposées de non pas être accrochées sur le mur, mais dans les coins. Parce que ce sont ce sont pas des tableaux, ce sont des écritures sacrées. Et en fait, c'est ces écritures-là qui nous regardent et qui veillent sur nous, contrairement à nous dans notre société où on regarde un tableau. C'est nous qui observons, nous sommes des voyeuristes. Nous sommes là pour regarder, que ce soit la technique ou que ce soit la bite de cette femme trans, ou que ce soit, voilà, on est là pour observer et juger. Alors que l'icône, c'est elle qui nous regarde. Et donc, on a bougé le coin de la salle, c'est un énorme coin quand même, et on a accroché l'icône d'Oksana, donc le Saint-Luc, qui, euh, qui veillait sur nous. Et d'un certain angle, on voyait donc le tableau funeste, le cauchemar, qui est mon tableau de deuil d'Oksana qu'on a vu tout à l'heure. Et si on tournait la tête, on voyait son icône. Et si on retournait la tête, tout en haut du musée, il y avait un tableau de moi qui représente Oksana qui était à l'emplacement de l'icône. Et donc, c'est ainsi qu'on a exposé ensemble. Après, je connais des gens qui ont subtilisé ces œuvres, des amis un peu malveillants qui, après son décès, se sont attribués plein de choses et ont subtilisé ces œuvres et font des expositions avec son travail et elle-même. Et je pourrais jamais, moi, me voir dans ce contexte-là, faire une exposition euh, de cette façon-là avec Oksana. Par contre, j'ai trouvé la bonne solution pour ce Saint-Luc. Merci. Bravo. Il y a une question qui s'affiche. De Karima, ouais. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui. Ouais. Oui, très bien. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question par rapport aux personnages qui sont présents sur tes tableaux, qui sont très maigres, fins, filiformes, Ouais. élancés. Et je me demandais comment tu te positionnais par rapport à une génération actuelle, surtout des jeunes d'une vingtaine d'années, qui, euh, qui sont plutôt dans une liberté de corps, avec plus de diktat par rapport au poids, par rapport à comment est notre corps de femme.
Et donc moi je vois des corps très fins. Est-ce que c'est une volonté de représentation d'un stéréotype féminin ou est-ce que tu as d'autres œuvres qui sont plus parlantes? Ah, ok. Je vois d'autres Ouais, non, tableaux. mais c'est rare. Alors, Non, 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 j'affiche pas parce que je sais que c'est une préoccupation chez Apollonia. ouais. Donc, moi, je fais partie quand même des jeunes femmes qui ont grandi dans les années 90, hein. Donc, j'ai quand même beaucoup souffert de ce diktat de la femme filiforme que je ne suis pas du tout, hein, par ailleurs. Euh, mais comment je peux me l'expliquer? J'ai cherché à comprendre pourquoi mon inconscient fait ça. Et il y a d'une part le fait que les personnes que je peins n'ont pas de corps en fait. C'est pas des corps charnels. C'est pas, il n'y a pas de fesses avec de la cellulite qu'on pourrait désirer par exemple. Euh, c'est vraiment des personnes qui sont représentées comme limite comme des dessins en allumettes. Donc parce que je suis complètement détachée du corps. Euh, dans l'histoire de l'art ouais, occidental, encore une fois, on va au musée d'Orsay, il y a énormément de corps qui sont incarnés et dévoilés. Et ils le sont parce que c'est des hommes qui les ont faites, des hommes qui désirent des personnes voilà, qui sont voilà, représentées et qui les objectifient. Par exemple, je suis passée dernièrement, j'ai vu cette sculpture complètement débile. Donc la femme est là avec ses seins et tout. Et puis en fait elle enlève son vêtement, elle enlève son voile. Et ça s'appelle La nature se développe, se dévoilant à la science. Voilà, donc le corps de la femme charnelle, il a été dans notre histoire moderne, il a été vraiment instrumentalisé. Et par même sa représentation, quoi. Enfin, euh, plantureuse, quoi. C'est comme si moi, j'étais très très loin de tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me l'explique. Pour moi, elles n'ont pas de corps, en fait. Elles ont juste une identité, quoi. Je sais pas si ça fait sens. Mais j'aimerais bien changer quand même. C'est un truc un peu malheureux. Après, il y a aussi quelque chose de l'ordre du trauma. C'est vrai que quand Oksana est décédée, son corps était. Bon, elle mangeait plus depuis longtemps, mais elle était. Euh, on a mis 3 jours à la découvrir Voilà, c'était en pleine canicule. Donc en fait, son corps, c'était comme une momie, hein. Il était enfin, c'est difficile pour moi d'en parler. Et quand je regarde les tableaux que j'ai fait à ce moment-là, euh, les personnes, elles sont encore plus minces. Et je me suis occupée du corps d'Oksana. J'ai dû l'habiller et la préparer pour la mise en bière. Euh, difficilement, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça quand c'est un suicide. Le corps appartient à l'État. C'est un meurtre de soi. Mais c'était la première fois que sa mère allait la revoir depuis le moment où elle avait quitté l'Ukraine. Donc elle m'avait demandé une chose, s'il te plaît, fais que ma fille soit belle. Et c'était impossible, hein, mais j'ai quand même dû le faire. Très difficile. Je crois que ça m'a vraiment marqué ça, le fait qu'elle n'avait plus du tout de corps. Mais aujourd'hui, j'aimerais j'aimerais changer cet aspect de ma peinture. Je le regrette. Merci pour Vous êtes, ta oui, sincérité. vous êtes tout de même, pardon, je me permets d'intervenir, mais je pense que la question est très pertinente, hein, mais Ah oui. vous êtes aussi représenté à Polonia et ça fait l'affiche du film avec votre corps qui n'est pas filiforme et l'énorme cicatrice qui déchire ce corps et qui vous reste de votre enfance. C'est-à-dire que les représentations ne sont pas toujours idéalisées.
Mais je trouve pas qu'elles sont idéalisées quand quand les personnes que je pense sont complètement maigres. Elles sont presque géométriques en fait. C'est Et pas, disons stylisé, ce serait plus juste que oui, mais idéalisé. ce qui est malheureux, c'est un petit peu comme ce que je disais par rapport à Botticelli, la Vénus céleste. Euh, Botticelli peint une femme qui était une femme très à la mode à Florence, mais qui est morte à ce moment-là et qui est supposée représenter un dieu. Et c'est malheureux finalement que la société nous a imposé de lui ressembler. Son corps, il est impossible. Moi, je souhaite à personne de ressembler à mes tableaux, quoi. Voilà. On a Clémence qui te dit pas de regret, ça fait partie d'une trajectoire d'artiste. Et il y a Jeanne Barral qui te demande, Salut Apollonia, au-delà des corps stylisés, est-ce que tes portraits peuvent agir et servir comme des masques pour tes modèles ou pour toi-même? Ah, salut Jeanne, bah, merci. Il y a plusieurs idées. J'ai déjà entendu des gens dire que finalement, c'était mon masque sur chaque visage. Qui est pas faux, hein, quelque part, on fait tout, même quand on peint les autres, quand on fait quelque chose pour les autres, en référence aux autres avec les autres, on parle toujours de soi. Et je me rappelle de ce moment où j'étais à Los Angeles avec Léa, donc qui était encore enfin, qui faisait encore un film embryonnaire à l'époque. Puis là, on a eu faire avec une grande productrice. Et puis, elle lui a demandé de pitcher le film. Et du coup, elle disait donc, c'est quoi ce film, il parle de quoi? Et avec mon tempérament, j'ai juste répondu à sa place. Et j'ai dit, c'est un film sur Léa. Quoi d'autre? Ça ne pourrait pas être autrement. Et effectivement, je pense que son documentaire Apollonia, il était sur elle. Et d'ailleurs, l'art euh, a quelque chose de salvateur et sauve. On n'a pas envie de le dire, on n'a pas envie de se l'avouer parce qu'on a envie de justement incarner un génie et on fait quelque chose de beaucoup plus grand. On a envie de croire qu'on fait quelque chose de beaucoup plus grand que de se sauver soi-même, mais de sauver sa peau et son âme. Mais l'art sauve d'abord l'artiste, avant tout, personne. Et donc, je sais pas, je pense que mon masque, je pense que je mets ma tête sur toutes les personnes que j'aime, ouais. C'est possible. Est-ce que pour finir, tu voudrais poser toi une question? Oui, alors comment est-ce qu'on fait pour participer à ce club privé du cercle? Ok, Et- cotisation. Non, cette année, on est 100 artistes et c'est organisé par saison. Donc, ça commence en octobre jusqu'à juillet. Je suis très, très enchantée d'être et vraiment touchée d'avoir été invitée. Et j'espère que voilà, on va continuer, que je pourrai continuer à faire, à être peut-être à côté du cercle, sur la tangente, dedans. Je sais pas que, en tout cas, observer, écouter, voir. Clémence et Margot dit, viens avec nous. Ah bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Oui, j'arrive. Euh, et il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas son nom, ça m'a touché quand vous avez dit que les personnes peintes reconnaissent-elles leur corps aujourd'hui, car il y a eu des changements. En effet, tout change. Ouais, ouais, Sarah Aboumrad qui te dit ça, pardon. Ah, pardon. C'est un vrai sujet, hein, euh, surtout avec les questions de transidentité et tout, parce que euh, j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé de détruire les tableaux, quoi. Mm. Merci beaucoup. On va terminer. Et je l'ai fait, hein, j'ai détruit le tableau. Merci. Merci beaucoup. Merci Didier pour avoir suivi cette idée de faire un format d'entretien et l'invitation d'Apollonia. Merci infiniment. Je suis très heureuse qu'on ait pu partager cet échange Un avec toute plaisir. l'amitié qui vous lie. C'est magnifique. Merci. Merci. Donc, comme on le disait, on a dans 2 semaines, le même jour à la même heure,
une intervention avec Nathanaël. Apollonia, n'hésite pas si tu voudras te joindre à nous. Le 21, il y a aussi une visite d'exposition qui est organisée à Paris le matin. On va fêter la fin de la saison 3 du Cercle jeudi 27. Et je vous ferai un retour pour les membres du Cercle le 1er juillet à 10h30 sur toutes les statistiques de vente de l'Artmonth, tous vos feedbacks sur la saison 3 et je vous présenterai à quoi va ressembler la saison 4. Voilà, ce rendez-vous, il a été un peu décalé parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas envoyé dans les temps les formulaires de feedback. Il m'en manque toujours 15. Donc, c'est jamais trop tard. On a déjà fait les comptes, les statistiques et tout. Mais voilà, c'est toujours important pour moi d'avoir vraiment tous les retours. Et c'est la première année où je les ai pas tous. Donc, n'hésitez pas, même si c'est trop tard, n'hésitez pas quand même à l'envoyer et à m'envoyer un petit message quand vous le faites pour que j'aille re-regarder le fichier. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci C'est pour nous qui vous l'invitation. remercions. À Merci. bientôt. À bientôt. Merci, bravo. Merci. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oui.